Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Nous sommes toujours en direct sur le plateau de la Clusa et des sommets du digital. Comme d'habitude, vous pouvez tweeter avec le hashtag SomDig19 ou SomDigTV. Alors j'ai la chance d'être en plateau avec Isabelle Susini, directrice de 1% for the Planet. Bonjour Isabelle. Et à ma gauche, Fabienne Morgot, directrice RSE de Maison du Monde. Bonjour Fabienne. Bonjour. Merci d'être avec moi en plateau. Première question Isabelle, elle est pour vous. C'est quoi 1% for the Planet ? Alors, 1% for the Planet, c'est une organisation internationale qui a été créée par Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia, et toujours propriétaire de Patagonia. Et c'est une organisation qui est basée aux États-Unis au départ et qui a été également créée en France. Et c'est un collectif en fait d'entrepreneurs, d'individus et d'associations qui travaillent ensemble pour, en gros, protéger la planète. Donc c'est une association, c'est pas une entreprise. Alors c'est pas une entreprise, c'est pas non plus une association, c'est une sorte d'hybride entre l'association et la fondation, parce que c'est un fonds de dotation pour la France. Aux États-Unis, c'est une association et l'objectif, c'est d'augmenter en fait les sommes qui sont dédiées à la philanthropie environnementale, parce que c'est aujourd'hui le parent pauvre de la philanthropie. C'est-à-dire que ça ne reçoit pas assez d'argent de la part du monde extérieur, que ce soit des entreprises ou des individus. Et donc très concrètement, le 1%, c'est parce que les entreprises acceptent de donner 1% de leurs bénéfices, chiffre d'affaires. C'est quoi concrètement ? Alors justement, le choix du 1%, c'est du 1% du chiffre d'affaires, parce que ça serait beaucoup trop facile de donner 1% du bénéfice. Donc c'est 1% du chiffre d'affaires, que ce soit de toute l'entreprise ou d'un périmètre restreint. Là où on peut réduire un petit peu la contrainte, c'est de choisir un périmètre restreint. Et donc concrètement, une fois qu'ils ont donné l'argent, il va où ? En fait, cet argent, c'est uniquement pour la cause environnementale. Donc, c'est pour des associations environnementales qui sont basées partout dans le monde. Il y en a 3500 qui sont agréées 1% pour la planète, ou 515 rien qu'en France. Et donc, ce sont des fonds qui vont à des projets, que ce soit pour la reforestation, pour la santé et l'environnement, le climat, l'agriculture. Et ce sont des fonds qui vont, la plupart du temps, directement de la part des mécènes ou des entreprises philanthropes aux récipiendaires que sont les associations. Alors on va parler ensemble de donner du sens à son entreprise, de la philanthropie, des projets, des fondations, de la RSE. Désolé, il y a un tracteur, on est à la montagne, il y a un tracteur qui passe, ça arrive souvent. Alors très concrètement, ça veut dire quoi, Fabienne, par exemple, donner du sens en tant qu'entreprise ? Alors, donner du sens, ça veut dire à la fois expliquer ce qu'on fait et pourquoi on le fait, et à quoi on contribue. Parce que tout le monde est en quête de sens, tous les salariés sont des citoyens avant d'être des salariés. On voit bien qu'il y a des enjeux climatiques de plus en plus forts, mais même sans avoir de cause, je crois que c'est important pour la fierté et pour fidéliser à la fois les collaborateurs mais aussi les clients d'expliquer ce en quoi on croit et ce en quoi l'entreprise va investir au-delà de son business. Qui s'y retrouve un peu en termes de valeurs. Oui, qui s'y retrouve en termes de valeurs humaines, environnementales, de contributions positives pour l'environnement, pour la société. Très concrètement, ça passe par quoi au sein de Maison du Monde ? Donc vous avez initié, vous êtes directrice aujourd'hui de la RSE donc au sein de Maison du Monde. Ça passe par quoi, ça, donner du sens, engager les employés ? Alors, pour la RSE, quand on a commencé chez Maison du Monde, on a travaillé d'abord sur le sourcing des produits, c'est-à-dire tout ce qui est traçabilité, composition. Et après, on a été tiré le bilan carbone, des projets d'éco-conception et comment on peut impliquer les collaborateurs dans la démarche. En fait, sur le sens, tout le monde a envie de participer à la démarche développement durable. Ce qui est compliqué, c'est comment on le fait de manière très opérationnelle quand on est dans un métier, quand on a des contraintes et qu'on vous dit maintenant il va falloir faire différemment. Ça, c'est le plus compliqué parce que sur le fond, tout le monde est d'accord. Donc, il y a deux axes. Il y a l'axe vraiment métier où on va accompagner les gens sur des plans d'action. Ça va être sur la consommation d'énergie, sur le carbone, sur la gestion des déchets. Donc ça, c'est des choses très opérationnelles. Et puis du côté solidarité, comment on crée des partenariats innovants, différenciants avec des associations. Et là, on est vraiment dans la contribution, le sens avec des gens que je ne côtoie pas forcément dans mon métier, mais je vois que mon action a une portée positive. Alors évidemment, je vais me faire l'avocat du diable, mais quand on sait que l'immense majorité des entreprises, finalement, ne répondent pas à des besoins primaires, mais encouragent les gens donc à consommer ou acheter des produits, des services dont ils n'ont pas fondamentalement besoin, sur la pyramide de Maslow, que tout le monde connaît maintenant. Est-ce qu'on peut vraiment parler de sens ?
Oui, je pense qu'on peut parler de sens. Je pense qu'il y a il y a eu un vrai tournant là depuis quelques années sur le rôle des entreprises. On sent bien, il faut pas se leurrer, on est dans une société de consommation de toute façon. Donc le but c'est de pas continuer à perpétuer ce modèle, mais bien de se poser les bonnes questions sur comment on fait pour continuer à créer de la valeur, qui soit pas uniquement financière, qui soit pas uniquement dans l'ultra consommation et l'extraction des matières premières. Nous on travaille beaucoup là en réflexion et en action sur des programmes d'éco-conception, comment on va produire avec moins de matière, comment on va recycler, l'upcycling, des do-it-yourself, de la pédagogie pour les clients, et puis également des programmes d'économie circulaire ou comment on peut réintégrer en boucle fermée des produits. Et jusqu'à terme, potentiellement, alors peut-être pas tout de suite j'imagine, mais revoir la chaîne de production dans sa globalité pour ne faire plus que du recyclage, pardon. Je pense que c'est le sens de l'histoire. Après, on n'a pas toutes les méthodes encore disponibles. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on se pose ces questions. Aujourd'hui, nous, on essaye de formuler une stratégie moins 2 degrés pour être en ligne avec les accords de Paris, donc avoir vraiment des valeurs très très fortes en absolu, sachant qu'on est une entreprise qui fait de la croissance. Donc comment on fait pour réduire son empreinte carbone quand on fait de la croissance? Ça oblige à des choix stratégiques très très forts. Donc on engage le comité de direction là-dessus et une réflexion 2024, 2030, 2050 qui passe par des choix vraiment forts. Et c'est un vrai besoin, vous le sentez, de la part des consommateurs ? C'était un signal faible, sincèrement, il y a encore 4-5 ans. Et là, on sent qu'il y a de plus en plus de demandes, de réflexions. De questions de questions, de savoir d'où est-ce que mon produit vient, comment il est fait. Les gens n'en sont pas encore à couper la consommation, mais déjà à s'interroger. Je pense que le step d'après, c'est faire des choix, c'est de boycotter. Enfin, on le voit de plus en plus dans certains pays ou certaines entreprises. Isabelle, pourquoi avoir choisi la philanthropie environnementale ? Et qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs pour les gens qui nous regardent et qui ne connaîtraient pas ? C'est quoi la philanthropie environnementale ? Alors, la philanthropie, c'est le don, en fait. Tout un chacun est capable de donner. On peut tous donner du temps, de l'argent, des produits. Voilà, la philanthropie, c'est vraiment la culture du partage. Et au niveau de la philanthropie environnementale, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une urgence parce que la cause environnementale est très peu financée. Donc, encore une fois, c'est que 3% des sommes qui sont dédiées à la protection de l'environnement. Et puis c'est très étonnant. Par rapport aux enjeux auxquels on fait face et on va faire face, ça paraît mais ridicule et largement insuffisant. Donc il y a comme une urgence dont on entend beaucoup parler, mais qui nécessite en matière. Absolument, ça nécessite une action immédiate et qu'on ne voit pas aujourd'hui, en tout cas pas de la bonne ampleur. Donc c'est ça, la philanthropie environnementale, c'est le fait de donner à des causes environnementales portées par des associations d'intérêt général, donc qui, outre le fait de donner du sens potentiellement à ceux ou une bonne conscience à ceux qui font le don, c'est en plus quelque chose que l'État favorise, puisqu'il y a une déduction fiscale. Donc l'État, quelque part, fait confiance au réseau d'associations d'intérêt général pour répondre à des choses auxquelles lui ne peut pas, l'État ne peut pas tout faire. Donc c'est à nous, individus, entreprises, etc., collectivités, de prendre les choses en main et de donner. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur des problématiques environnementales ? Personnellement ? Oui. Ça fait 20 ans. Et quand ça fait 20 ans qu'on bosse sur des problématiques environnementales et qu'on voit l'urgence de la situation et puis beaucoup d'inertie finalement, j'imagine, est-ce que c'est pas un peu décourageant ? Alors le meilleur remède à la dépression et à la déprime, effectivement, parce que tous les signaux sont quand même alarmistes, apocalyptiques, et effectivement, c'est très déprimant. Mais le meilleur remède, c'est l'action. C'est très simple. Et c'est ce que vous faites avec One Person for the Planet. Voilà, combien de personnes ont accepté de donner 1% de leur capital aujourd'hui ? De leur chiffre d'affaires. Le capital, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, il y en a 1600 dans le monde, entreprises. Et puis en France, 235. On a doublé l'année dernière, on est passé de 100 à 200 rien que dans l'année dernière et on sent qu'il y a une forte croissance. Ça reste que au total 235 entreprises, donc c'est rien par rapport au tissu entrepreneurial français. Mais c'est déjà beaucoup. Mais il y a une très bonne tendance et c'est déjà bien et puis il faut continuer. Et en termes d'argent récupéré, est-ce que vous pouvez communiquer sur ces chiffres ? Oui, bien sûr, c'est transparent. C'est à peu près 5 millions d'euros qui sont reversés à des associations environnementales pour la France.
Et alors, donc, vous êtes vraiment en rôle de pont entre les entreprises et les associations. Oui. Est-ce que les associations, c'est vital pour elles, cet argent ? C'est vital, parce que sans argent, c'est comme pour tout le monde. C'est comme ou très peu. Exactement. En plus, c'est un bras de levier pour obtenir des subventions publiques. Et puis, c'est un moyen d'existence, c'est un moyen de mener leur combat. De faire du plaidoyer à Bruxelles pour faire interdire la pêche électrique, il faut payer les billets de train, il faut éventuellement payer des salaires aux chargés de campagne. Il faut de l'argent. Et donc, elles ont une grosse nécessité et toutes ces associations travaillent pour notre bien commun. Donc, il faut les aider. Fabienne, quel est le réel pouvoir de la RSE au sein d'une entreprise ? Vous qui êtes confrontée bien évidemment tous les jours, est-ce que ça suit derrière en termes d'actes ? Que ce soit d'ailleurs à Maisons du Monde ou ailleurs, hein, des échos que vous pouvez avoir d'autres directeurs ou directrices RSE. Le rôle, tel que je le vois, alors, je trouve plus mes mots, je suis perturbée par tous les gens qui arrivent. Les gens rentrent de la pause café, voilà, ils ont tous des moon boots et ils font du bruit. C'est un rôle de pilote, à la fois de pilote, d'animateur et d'éveilleur de conscience. Alors, dit comme ça fait un peu spirituel, ouais. Mais quand je dis éveilleur de conscience. Et puis vous êtes un peu des pionniers dans les entreprises. Alors, on était des pionniers, on est de moins en moins parce que plus la réglementation se durcit, plus les entreprises s'y mettent. Donc, il faut toujours conserver son point d'avance. Pour moi, la RSE, ça commence après la réglementation, donc c'est bien toujours être en amont. Le vrai sujet, c'est que si on n'est pas là, l'entreprise ne prend pas ce pas de recul pour se projeter à long terme. Parce qu'il y a toujours des efforts business à très court terme, de l'opérationnel à gérer. Et donc, si on n'est pas là pour dire projetez-vous à 20, 30 ans, regardez tous les signaux faibles, regardez les attentes consommateurs, regardez les attentes des parties prenantes, qui est un concept sur lequel l'entreprise va tendance à regarder ses clients ou ses collaborateurs, mais regardez les différentes sphères, les ONG, les pouvoirs publics, tous les gens qui gravitent et qui demandent des choses à l'entreprise, ça c'est déjà un peu plus complexe. Donc éveilleur de conscience, leadership, parce qu'il faut avoir quand même pas mal de pugnacité et de conviction pour porter les choses. Moi je me rappelle au départ quand j'ai commencé, je pense que j'étais vue un peu comme la chouchoute du président, parce que il n'y avait pas encore de réelles actions. Vous avez de la chance, parce que c'est pas le cas dans tous les groupes, si j'ai bien compris. Oui, alors il y a soit des gens qui sont mis un peu au placard, soit des gens où l'entreprise se dit il me faut quelqu'un mais qu'elle ne porte pas vraiment de valeur. Moi j'ai la chance de dépendre directement de la direction générale depuis 9 ans et du coup ça donne une portée à la fois sur les gens que vous animez et le DG qui porte le discours à vos côtés. Isabelle, dernière question. Il se passe énormément de choses en ce moment sur la question sur les enjeux climatiques. Je pense à cette jeune Suédoise de 15 ans, Greta, j'ai oublié son nom de famille. Voilà, je pense aux marches pour le climat, je pense les jeunes étudiants à Bruxelles qui tous les jeudis sèchent les cours pour aller interpeller les pouvoirs publics et les décideurs économiques en général sur les questions climatiques. Ça vous inspire quoi ? Vous avez confiance quand vous voyez ce besoin d'agir des nouvelles générations ? C'est vraiment... Où les enjeux sont tels que ça suffit pas. Non, mais il faut garder confiance, sinon, encore une fois, on baisse les bras. Donc, et l'inaction est la pire des solutions. Donc, effectivement, en tout cas, cette nouvelle génération, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils positivent la chose en disant qu'ils sont les premiers à vivre ça et à être aussi porteurs de solutions pour en sortir. On a l'impression qu'ils prennent la mesure en fait de ce qui se passe par rapport à... Je pense. Et par contre, il y a une chose que je n'aime pas du tout, c'est que notre génération dise ce sont nos enfants qui vont nous sauver. C'est leur faire vraiment porter beaucoup de poids sur les épaules. Donc je pense qu'il faut... Et puis c'est maintenant que ça se joue. Je pense que notre génération est tout à fait responsable et que c'est toute génération confondue. Il faut vraiment y aller, quoi. Isabelle Susini, Fabienne Morgot, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. On se retrouve à 14h pour un nouveau plateau. À tout à l'heure.